Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette formation explosive sur la création de sites web avec HTML, CSS et JavaScript. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez apprendre à créer des sites web et je vous assure que vous êtes au bon endroit. Peu importe votre niveau, que vous soyez totalement débutant ou que vous ayez déjà quelques notions de base, cette formation va vous permettre de comprendre les fondamentaux du développement web et ça d'une manière efficace et la plus simple possible. Si vous pensez que coder des sites web c'est réservé au génie de l'informatique, eh bien les gars, vous vous trompez. Vous n'avez pas besoin d'être un hacker ou avoir ces écrans verts qu'on vous montre dans les films pour y arriver. Même si vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code de votre vie, dans cette formation vous allez voir que cela est beaucoup plus facile que vous ne le croyez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour d'horizon de quelques notions de base, mais aussi des langages que nous allons utiliser tout au long de notre formation. Les Hypertext Markup Language ou les HTML, c'est les langages qui vont vous permettre de structurer le contenu de votre site web. Retenez que c'est ce langage qui vous permet de structurer vos différents éléments, un peu comme les fondations d'une maison. Les Cascading Style Sheets ou les CSS, il va venir pour vous permettre de styliser et embellir le contenu de votre site web, un peu comme la peinture et la décoration d'une maison. Le JavaScript, quant à lui, il va venir pour ajouter de l'interactivité à votre site web. Vous avez besoin de formulaires dynamiques, c'est le JavaScript qui va vous permettre de faire cela, un peu comme des interrupteurs intelligents dans une maison intelligente. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Michael Meshak, je suis ingénieur en informatique appliquée, mais aussi je suis développeur web. À présent, parlons de sites web. C'est quoi un site web? Alors les gars, dans cette formation, on ne va pas donner des définitions plus techniques, mais plutôt on va chercher des définitions plus simples pour permettre à tout le monde de pouvoir marcher sur la même longueur d'onde. Alors, un site web, c'est tout simplement une collection de pages qui sont accessibles via l'Internet. Par exemple, Google, c'est un moteur de recherche qui vous permet de trouver des informations. Facebook, c'est un réseau social qui vous permet de vous connecter avec les autres gens. YouTube, c'est un site qui vous permet de partager et de regarder des vidéos. En bref, retenez qu'un site web, c'est un espace ou un endroit où on peut partager du contenu et interagir avec les utilisateurs. Position d'un site web. Tout site web repose sur trois éléments principaux. Vous avez besoin d'abord d'une adresse, un peu comme l'adresse de votre maison. Imaginez que votre maison n'est pas d'adresse. Les gens auront du mal à trouver votre maison. Pour notre cas, nous avons besoin d'un nom de domaine pour qu'on puisse nous trouver facilement sur Internet. Le nom de domaine, c'est l'adresse unique de votre site web sur Internet. Vous avez besoin d'un terrain, un peu comme le terrain où vous allez construire votre maison. Imaginez que vous construisiez votre maison dans une grotte. Les gens auront du mal à accéder à votre maison. Pour notre cas, nous avons besoin d'un hébergement pour que les gens puissent accéder facilement à notre site web. À part ça, vous avez besoin des matériaux de construction. Pour le cas d'une maison, vous avez besoin de blocs, de tôles, de ciment, etc. Pour notre cas, les matériaux qui vont nous aider à construire notre site web, ce sont les différents fichiers, les fichiers HTML, les fichiers CSS, les fichiers JavaScript, les images, les icônes. Ça veut dire tous les contenus de notre site. Je vais donner l'exemple des restaurants pour illustrer cela. Imaginez que vous vouliez ouvrir un restaurant. La première des choses dont vous aurez besoin, c'est une adresse. C'est l'adresse que les clients devront taper pour venir manger chez vous. Par exemple, www.monrestaurant.com, c'est comme une adresse dans une ville. À part ça, vous avez besoin d'un emplacement. L'emplacement du restaurant, dans notre cas, c'est notre hébergement web. Un restaurant a besoin d'un local pour exister. De même qu'un site web a besoin d'un hébergement pour être accessible en ligne. Si votre site n'a pas d'hébergement, c'est comme si vous aviez construit votre restaurant dans une grotte qui est inaccessible. À part cela, vous avez besoin de la cuisine et des ingrédients. Et pour notre cas, ce sont nos fichiers, nos différents fichiers HTML, CSS, JavaScript, les bases de données, les images, les icônes, etc. Si vous ouvrez bien sûr votre restaurant,
mais que vous n'aviez ni nourriture, ni ustensiles, les gens ne viendront pas manger chez vous. Pour notre cas aussi, si nous avons notre site et que notre site n'a pas de contenu, les gens ne viendront pas visiter notre site web. Bon, maintenant que cela est clair, voyons comment fonctionne un site web. Qu'est-ce qui se passe réellement quand un visiteur tape par exemple l'adresse www.google.com dans le navigateur? Ici, le protocole qui est utilisé, c'est le protocole client-serveur ou tout simplement le HTTP. Le client dans notre cas, c'est le navigateur. Alors, ce qui se passe, c'est que le navigateur va passer une commande au serveur. Il va commander, cherchez-moi ce qui se trouve à telle adresse. Et maintenant, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il va fouiller dans sa mémoire, dans sa base de données, voir s'il trouve quelque chose à l'adresse qui a été mentionnée par l'utilisateur ou le visiteur. Au cas où il ne trouve rien à cette adresse-là, il va renvoyer l'erreur 454 au navigateur pour lui signifier qu'il n'a rien trouvé à cette adresse-là. Mais s'il a trouvé quelque chose, il va tout simplement prendre le contenu qu'il a trouvé à cette adresse et va le renvoyer au navigateur. Et comme nous le savons, ce qu'il a envoyé, ce sont les fichiers HTML, CSS, JavaScript, etc. Et ces fichiers sont constitués de lignes de code. Maintenant, le navigateur, comme c'est un logiciel puissant, il va prendre ce contenu qui lui a été envoyé et va traduire ça en un joli site web qui sera visible par les visiteurs. Pour illustrer tout cela, nous allons imaginer un autre exemple. Imaginons un service de livraison de colis. Prenons le livreur comme le client et l'entrepôt comme le serveur. Ce qui se passe, c'est que quand vous tapez votre adresse, par exemple www.amazon.com, vous passez votre commande. Et maintenant, le client, il va se rendre à l'entrepôt. Il va passer votre commande là-bas. L'entrepôt, qui est notre serveur, il va préparer votre colis. Il va le remettre au client qui est notre navigateur, pour notre cas le livreur. Et le livreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre colis et va vous ramener ça chez vous à la maison. C'est un peu comme ça que ça marche. Bon, comme vous le savez très bien les gars, un site web ne se construit pas tout seul. Pour ça, il faut des développeurs. Voyons à présent les rôles du développeur web. Dans le monde du développement web, il existe trois types de développeurs. Nous avons d'abord les développeurs front-end. Ce genre de développeur, c'est celui qui s'occupe de la partie visible de votre site web. C'est-à-dire les textes que vous voyez, les couleurs, les mises en page, etc. C'est le développeur front-end qui s'occupe de tout cela. Ce genre de développeurs utilisent des langages comme le HTML, le CSS, le JavaScript, etc. À part ce genre de développeurs, nous avons aussi les développeurs back-end. Ce genre de développeur, c'est lui qui s'occupe maintenant de la partie invisible de votre site web. Il s'occupe du fonctionnement interne de votre site web, entre autres la gestion de la base de données, la sécurité de votre site web, la gestion des informations. C'est ce genre de développeur qui s'occupe de tout cela. Ces développeurs utilisent des langages comme Python, PHP, etc. À part ce genre de développeurs, nous avons aussi les développeurs full stack. Ce genre de développeur, c'est un développeur qui fait les tout à la fois. Il fait le front-end et le back-end à la fois. Et pour illustrer cela, on va donner l'exemple d'un restaurant. Quand vous entrez dans un restaurant, vous allez trouver un espace qui est plutôt joli. Il y a des tables, il y a des chaises, des jolies chaises, etc. C'est le développeur front-end qui s'occupe de tout cela. Il se charge d'amener la nourriture au client. Là, on voit le développeur front-end. Et maintenant, le développeur back-end, c'est la personne maintenant qui a préparé cette nourriture-là. Là, on voit le cuisinier. Son rôle, c'est de préparer la nourriture dans la cuisine. Là, c'est le développeur back-end. Et maintenant, pour le développeur full stack, on peut voir par exemple les chefs cuisiniers. Le chef cuisinier, il sait d'abord préparer la nourriture, mais aussi il peut lui-même amener la nourriture à table. Donc c'est par cet exemple qu'on peut illustrer les rôles du développeur web. Bon, assez de bavardage. Maintenant que vous avez toutes les notions nécessaires pour la suite de notre formation,
on va voir maintenant les outils que nous allons utiliser pour le développement de nos différents sites web. Pour ça, la première des choses dont vous aurez besoin, vous avez besoin d'un éditeur de texte. Il existe des milliers d'éditeurs de texte, mais dans cette formation, nous allons utiliser Visual Studio Code. C'est un éditeur de code qui est gratuit et qui est puissant. Il va vous permettre d'écrire et de modifier vos fichiers HTML, CSS et JavaScript. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous guider comment télécharger Visual Studio Code. À part un éditeur de texte, vous aurez besoin d'un navigateur. Vous savez qu'il existe beaucoup de navigateurs, mais dans cette formation, nous allons utiliser Google Chrome. Vous pouvez utiliser les navigateurs de votre choix pour l'affichage de vos sites web, mais dans cette formation, moi je vais utiliser Google Chrome. Et sans plus tarder, voyons comment télécharger ces différents outils. Bon, pour télécharger Visual Studio Code, vous allez ouvrir les navigateurs que vous utilisez pour vous connecter à Internet. En l'occurrence, moi j'utilise Chrome. Donc je vais ouvrir Chrome. Et là, ce que je vais taper Visual Studio Code Download. Et là, je vais cliquer sur Entrée. Là, on va m'afficher plusieurs lieux. Et moi, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le premier lien. Et là, on m'affiche plusieurs versions de Visual Studio Code. Il y a les versions pour Windows, il y a les versions pour Linux, il y a aussi des versions pour Mac OS. Moi, je suis en train d'utiliser Windows, donc je vais cliquer sur Windows. Et là, vous allez voir le téléchargement va se lancer automatiquement. Vous voyez, le téléchargement vient de se lancer automatiquement ici. Il y a Visual Studio Code qui est en train de télécharger, mais moi j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas télécharger à nouveau. Je vais annuler. Pour ceux qui utilisent Linux, vous n'avez qu'à cliquer sur Linux et vous allez télécharger Visual Studio Code. Même chose pour ceux qui utilisent Mac OS, vous cliquez sur Mac OS et là vous allez télécharger la version pour votre système. À part Visual Studio Code, voyons comment télécharger Google Chrome. Je vais ouvrir un nouvel onglet et là je vais taper Chrome Download. Je vais cliquer sur Entrée et là je vais cliquer sur le premier lien qui s'affiche ici, Download Google Chrome. Je vais cliquer sur Download Google Chrome et là on va m'amener ici un lien Download Google Chrome. J'ai cliqué sur Download Google Chrome et là le téléchargement vient de se lancer. Google Chrome est en train de télécharger. Une fois encore, moi je ne vais pas télécharger tellement que j'ai déjà Chrome sur ma machine, donc je vais annuler. Mais n'hésitez pas surtout à télécharger ces deux logiciels. Pour installer ces logiciels, vous allez tout simplement vous rendre dans les répertoires de téléchargement. Et là, vous allez double-cliquer sur le logiciel que vous voulez installer. On va commencer par Visual Studio Code. Vous allez double-cliquer. Vous cliquez sur Exécuter. Et là, on va vous proposer les termes de licence. Vous allez cliquer sur I accept the agreement. Là, vous allez cliquer sur Next. Vous cochez Create Desktop Icon pour trouver Visual Studio Code facilement sur votre bureau. Et le reste, vous laissez comme tel. Vous cliquez sur Next et puis vous cliquez sur Install. Là, Visual Studio Code va installer. Vous patientez le temps que l'installation se termine. Là, l'installation de Visual Studio Code vient de se terminer. Vous laissez cocher cette case si vous voulez que Visual Studio Code puisse s'ouvrir quand vous cliquez sur Finish. Mais moi, je ne veux pas qu'il puisse directement s'ouvrir, donc je vais décocher. Je vais cliquer sur Finish pour installer Chrome. Pour installer Chrome, vous allez double-cliquer sur Chrome Setup. Et là, vous allez cliquer sur Exécuter. Là, Chrome va se connecter à Internet. L'installation va se connecter à l'Internet. Rassurez-vous que vous avez la connexion.
Moi, comme j'ai déjà installé Chrome, donc je vais annuler. Mais vous pouvez toujours le faire. Vous laissez le téléchargement se terminer et là, Chrome va s'installer. Donc moi, je vais annuler et je vais fermer. Bon, maintenant que nous avons un éditeur de texte et un navigateur installé, on va directement passer au développement. Pour ça, moi, je vais créer un nouveau dossier que je vais utiliser pour la suite. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Et je vais créer un nouveau dossier sur mon bureau que je vais appeler Site web. C'est dans ce dossier que je mettrai tous les éléments que je vais utiliser pour le développement de mon site web. Et là, le nouveau dossier étant déjà créé, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ouvrir notre dossier là que nous venons de créer avec Visual Studio Code. Je vais donc glisser le dossier site web vers Visual Studio Code. Et là, vous allez voir Visual Studio Code va s'ouvrir et le dossier qui est actif de Visual Studio Code, c'est le dossier site web. Et ici, nous avons l'écran d'accueil et nous avons un message de bienvenue sur Visual Studio Code. Donc, moi, je vais fermer ce message ici. Alors, une fois sur cette interface, la première des choses que nous allons faire, nous allons d'abord installer les extensions qui vont nous faciliter par la suite. Et pour ça, je vais me rendre ici à gauche sur extension. Je vais cliquer sur extension. Et là, on va m'afficher plusieurs extensions. Vous pouvez installer les extensions de votre choix. Mais moi, je vais vous montrer les extensions qui vont vous faciliter dans votre développement web. La première extension que je vais installer, c'est Pretia. Je vais taper Pretia. Et là, nous voyons Pretia qui vient de s'afficher ici. Alors, c'est quoi Pretia? Pretia, c'est un outil qui va vous faciliter dans votre formatage de code. On l'appelle formateur de code, mais moi, j'ai l'habitude de l'appeler souvent un nettoyeur de code. Parce qu'il assure que votre code soit toujours bien organisé, avec des bons espaces, avec des bonnes lignes. Imaginez un peu que votre chambre soit en désordre. Le code, c'est aussi un peu pareil. Et maintenant, Pretia, c'est un outil qui vient vous aider à ranger votre chambre automatiquement. Dans notre cas, c'est le code. Pretia va vous aider à arranger votre code automatiquement. Et un code propre, il est facile à lire, il est facile à comprendre par vous, mais aussi par d'autres personnes. En bref, Pretia, c'est un gain d'état et une façon de rendre votre code beaucoup professionnel. Alors, moi, j'ai déjà installé l'extension. Donc, vous allez cliquer sur Pretia et là, vous allez cliquer sur Install. Et comme on peut le voir, moi, j'ai déjà installé Pretia. Donc, je ne vais pas l'installer à nouveau. Je ne peux pas l'installer à nouveau. La deuxième extension que nous allons installer, c'est Live Server. Vous allez cliquer sur Live Server. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà installé Live Server. Vous allez justement cliquer sur Install. Alors, qui va faire Live Server? Live Server, c'est un serveur web qui est local et qui peut être lancé directement à partir de votre éditeur de texte. À chaque fois que vous enregistrez les modifications dans votre code, le navigateur va se mettre à jour automatiquement. Donc, Live Server va vous permettre d'avoir les résultats en temps réel et cela accélère énormément le développement. Alors, cliquez sur Install pour installer Live Server. L'autre extension que nous allons installer, c'est AutoTag. Auto-Close Tag. Et là, à nouveau, vous voyez que moi j'ai déjà installé Auto-Close Tag. Alors, cette extension, qu'est-ce qu'il fait lui? AutoTag, c'est comme un magicien qui vous aide à manipuler les balises HTML. Plus tard, on verra bien les balises HTML et on verra que vous ouvrez une balise, mais aussi vous devez fermer cette balise que vous avez ouverte. Mais cette extension vous permet maintenant
à fermer automatiquement les balises HTML. C'est-à-dire, par exemple, vous mettez la balise, vous ouvrez la balise P, AutoTag va automatiquement fermer cette balise-là. Et c'est un peu ça, les rôles de cette extension. D'autres extensions que vous pouvez installer, par exemple, c'est les thèmes. Si vous ne voulez pas l'affichage ou les thèmes que vous utilisez actuellement sur votre éditeur de code Visual Studio, vous pouvez changer les thèmes en installant l'extension Dracula. Et là, vous cliquez justement sur Install et vous pouvez changer facilement les thèmes de votre éditeur. Mais moi, j'ai déjà installé Dracula, donc je ne vais pas l'installer à nouveau. Maintenant que nous avons toutes les extensions installées, on va passer maintenant au code. Bon, HTML est le langage de base sur lequel reposent tous les sites web. Comme on l'a vu précédemment, HTML va nous permettre à structurer les différents éléments de notre site web. Alors, HTML est le langage que le navigateur interprète facilement pour nous afficher les contenus de notre site web. Les gars, tout le monde peut créer une page web. Et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Il suffit de créer un fichier avec l'extension pour HTML et vous y ajoutez du texte. Et là, vous aurez déjà votre page web. Mais afin de mieux gérer le contenu d'une page web, HTML utilise ce qu'on appelle des balises. Alors, une balise, c'est tout simplement un élément qui nous permet de donner des instructions au navigateur. Et ça permet au navigateur de comprendre ce qu'on lui dit d'afficher. On peut par exemple nous préciser que ça c'est un paragraphe, ça c'est un titre, etc. Mais comment insérer une balise? Alors pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter car HTML a une liste de balises pour donner sens à votre contenu. Pour ajouter une balise en HTML, on utilise les chevrons. Les chevrons, ce ne sont que ces signes d'infériorité et de supériorité. Ces symboles servent à indiquer la nature du texte que les encadre. Elles veulent par exemple dire ceci est le titre de la page, ceci est une image, ceci est un paragraphe, etc. En HTML, il existe deux types de balises. Il y a les balises en paire, ce sont des balises qui s'ouvrent, contiennent du texte et se ferment un peu plus loin. Vous remarquez sûrement que pour ouvrir une balise, vous mettez le signe d'infériorité, le nom de la balise, puis le signe de supériorité. Tandis que pour fermer une balise, vous mettez le signe d'infériorité suivi du slash, nom de la balise, et puis le signe de supériorité. Le deuxième type de balises sont les balises orphelines. Ce genre de balises servent souvent à insérer un élément à un endroit précis. Par exemple, une image. Vous n'avez pas besoin de délimiter le débit et la fête d'une image. On veut juste dire au navigateur, insère une image ici. Parlons maintenant des attributs. Retenez que les attributs, ce sont les options des balises. Ils viennent un peu compléter les balises avec des informations supplémentaires. Notez que l'attribut se place après le nom de la balise et a souvent une valeur quelconque. Bon, pour que cela soit clair, on va prendre l'exemple de la balise image. C'est une balise qui est orpheline, bien sûr. Mais imaginez que vous mettez juste image et puis vous fermez la balise. Ça n'a pas de sens, car le navigateur ne saura pas quelle image afficher. Pour que cela ait un sens, et maintenant vous devez préciser le nom de l'image à afficher. Et c'est là qu'intervient l'attribut. Comme vous le savez, une page web est composée de beaucoup d'éléments. Nous avons les titres, nous avons les images, nous avons les paragraphes, les boutons, les formulaires, etc. Maintenant, on va voir comment ajouter tout cela. Bon, pour insérer les éléments, j'espère que vous avez déjà créé votre dossier de travail. Moi, personnellement, j'ai déjà créé un dossier sur mon bureau et je l'ai intitulé site web. Pour commencer,
on va ouvrir les dossiers avec Visual Studio Code. Donc, je vais glisser les dossiers vers Visual Studio Code. Une fois à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les premiers fichiers. Et comme on le sait tous, les premiers fichiers que le navigateur charge, c'est les fichiers HTML. Et donc, je vais venir ici et je vais cliquer sur New File ou Nouveau fichier. Et là, je vais appeler le fichier comme je vais. Vous l'appelez comme vous voulez, mais surtout, évitez les espaces et les accents. Moi, je vais l'appeler index.html. Je vais cliquer sur Entrée. Et là, on voit déjà que j'ai mon fichier index.html et Visual Studio Code vient d'identifier ça comme un fichier HTML. L'extension .html, c'est pour que les navigateurs puissent comprendre que ceci est une page web. On va par exemple ajouter du contenu. Moi, je vais écrire bonjour les amis. Je vais enregistrer. Si je retourne dans mon dossier de départ, appelé site web, vous allez voir qu'il y a un fichier qui a été créé et qui a l'icône de Google Chrome qui est mon navigateur. Et si j'ouvre, vous allez voir que ça va s'ouvrir dans le navigateur et bonjour les amis est là. Félicitations, vous venez déjà de créer votre page web. Bon, créer une page web, c'est bien les amis, mais comment ajouter les autres éléments? Comment ajouter les titres? Comment indiquer que ça c'est un titre? Comment indiquer que ça c'est un paragraphe? Comment ajouter des images, etc. C'est là qu'il vont intervenir maintenant les balises. Pour ça, je vais effacer tout ceci et je vais ajouter la structure de base de toute page HTML. Pour ça, je vais tout simplement mettre les signes d'exclamation et je vais cliquer sur Entrée. Et là, vous allez voir qu'il y a la structure de base d'une page HTML qui vient de s'ouvrir. On va passer en revue ligne par ligne pour voir de quoi il s'agit. Alors les gars, sur la première ligne, nous voyons exclamation doctype HTML. Cette ligne veut tout simplement indiquer au navigateur que nous utilisons le HTML5. Parce qu'il existe d'autres versions de HTML, mais la version la plus récente c'est le HTML5 et c'est ce que nous utilisons maintenant là. C'est pourquoi il faut indiquer au navigateur que voilà, nous voulons utiliser la version HTML5. Alors à part cette ligne, nous voyons la deuxième ligne, la balise HTML avec l'attribut langue égale fr. Ça veut tout simplement dire que nous indiquons que nous voulons utiliser la langue française sur notre page web. Et pour ça, nous ouvrons la balise HTML qui va venir se fermer encore tout en bas de votre contenu. La balise HTML, c'est la balise principale de votre code. Elle englobe tous les contenus de votre page web. Comme vous pouvez le voir, la balise ouvrante est ici au-dessus, mais la balise fermante se trouve tout à la fin de votre contenu. Alors, à part cette balise, nous avons la balise head qui s'ouvre ici et vient se fermer ici à la fin. Bon, chaque site web est constitué de deux parties. Nous avons la partie head qui est l'entête. Nous avons aussi la partie body qui est le corps de votre site. Alors, notre balise head commence ici et se ferme ici. La balise body commence ici avec la balise ouvrante et vient se terminer ici avec la balise fermante. Alors, dans le head ou l'entête de notre site, nous ajoutons toutes les informations concernant notre site web. C'est-à-dire, vous définissez l'encodage de votre site web, vous définissez la taille de votre page, vous définissez aussi le titre de votre site web. Il est à noter que les informations contenues dans le head, ce sont les informations qui ne sont pas directement visibles sur notre page web. Donc, vous allez voir quand on va ouvrir cette page, vous n'allez pas voir les informations contenues dans le head. Les informations qui sont visibles, c'est seulement les informations qu'on va trouver dans notre balise body. Alors, cette première balise ici qui se trouve dans le head,
les MetaCharZ ITF8, ça veut dire que nous définissons notre encodage en ITF8 pour prendre en charge les différents caractères, les caractères spéciaux, mais aussi les accents. Alors, la ligne suivante est le MetaName Viewport. Cette ligne ici vient tout simplement dire au navigateur qu'il faut adapter le contenu de notre page web selon l'écran qui ouvre la page en question. Ici, nous avons la balise Title. C'est ici que vous définissez maintenant le titre de votre site web. Donc, le titre qui sera affiché sur l'onglet de votre navigateur. Et là, moi, je vais effacer le document et je vais appeler ça mon site web. Et je vais enregistrer les modifications. Une fois j'ai enregistré les modifications, je vais cliquer avec le clic droit. Je vais cliquer sur Open with Live Server, l'extension que nous avons installée. Et quand on clique là-bas, vous allez voir que le navigateur va s'ouvrir. Le contenu de notre page est encore vide car nous n'avons encore rien ajouté dans les body. Et comme vous pouvez le voir, le titre de mon site, c'est mon site web. C'est ça le titre que nous venons d'ajouter. Alors, on va retourner dans notre éditeur de texte. Et ici, nous fermons la balise head avec les slash avant le nom de la balise. Bon, à part la balise head, nous avons aussi la balise body. C'est dans cette balise que vous allez ajouter tout le contenu de votre site web. Tout le contenu qui sera visible par l'utilisateur, c'est le contenu qui se trouve à l'intérieur de la balise body. Par exemple, si on veut ajouter un paragraphe, on va venir dans body, on va ajouter un paragraphe avec la balise P. Je vais fermer. Et là, vous voyez que Visual Studio Code vient de fermer la balise pour moi. Et dans cette paragraphe, je peux mettre bonjour les amis. Et si j'enregistre, vous allez voir dans les navigateurs, je vais réduire la taille de la fenêtre pour voir ce que nous sommes en train de faire. Je vais aligner mes deux fenêtres pour qu'on puisse voir tout ce que nous sommes en train de faire en temps réel. Donc, je vais placer mes fenêtres là-bas. Et là, si je change le contenu de mon paragraphe, vous allez voir que le contenu va changer en même temps dans les navigateurs. Au lieu de mettre bonjour les amis, je vais mettre bonjour les développeurs. Et quand j'enregistre, vous voyez ici dans les navigateurs que le contenu vient de changer. Parlons des titres en HTML. Alors, à part la balise P, nous allons explorer les autres balises. Mais comment fonctionnent les balises en HTML? Alors, les balises en HTML utilisent tout simplement les mots-clés anglais. Par exemple, pour la balise P, ça veut tout simplement dire paragraph. Alors, pour ajouter les autres balises, nous allons utiliser les mots-clés en anglais. Par exemple, pour le titre, nous allons utiliser les mots-clés H, qui veut tout simplement dire heading. Alors en HTML, nous avons 6 niveaux de titres, c'est-à-dire on va mettre les mots-clés de la balise suivi du niveau d'importance des titres. Ça veut dire que si nous ajoutons un, on va spécifier que nous voulons utiliser les titres les plus importants. Alors, je vais cliquer sur Entrée et je vais mettre mon premier titre. Et quand j'enregistre, vous allez voir dans le navigateur, il y a mon premier titre qui vient de s'ajouter ici. Pour spécifier que nous voulons utiliser les titres de niveau D ou les second titres, nous allons utiliser les mots-clés H, heading, et là nous allons ajouter les chiffres D. Et quand je clique sur Entrée, je vais mettre mon second titre. Et si j'enregistre, vous allez voir qu'il y a mon second titre qui vient d'apparaître là-bas. Même principe pour les autres niveaux de titres. Par exemple, si nous voulons ajouter les titres de niveau 3, nous allons mettre H3. Et là, on va mettre titre de niveau 3. Si j'enregistre, vous voyez que le titre vient d'apparaître. Alors, comme je vous ai dit, nous avons 6 niveaux de titres. Nous avons donc, à part les H3, nous avons les H4, les H5
et le H6. N'hésitez pas à vous amuser avec ces titres pour voir ce que ça va donner. Plus les chiffres qui se trouvent après les mots-clés du titre est plus petit, plus le titre est plus grand. Et plus les chiffres après les mots-clés est plus grand, plus le titre devient plus petit. Voyons maintenant comment organiser son texte grâce aux balises de HTML. Les gars, pour formater les textes en HTML, cela ne se fait pas comme vous le faites avec les différents logiciels de traitement de texte comme Word, Excel, etc. Pour exemple, on va essayer de le faire comme vous le faites avec Word pour voir ce que ça va donner. Pour ça, je vais effacer tout ça. Et je vais appeler ça mon premier titre, formatage du texte. Et là, je vais créer un paragraphe. Et je vais mettre les contenus arrangés comme vous le faites avec Word. Là, je viens d'ajouter mon contenu. Maintenant, on va enregistrer les modifications. C'est un texte qui est bien formaté comme vous le faites avec Word. Maintenant, on va ouvrir la Live Server pour voir ce que cela va donner. Comme vous le voyez très bien les gars, le navigateur n'a rien compris de tout ce qu'on a fait. Voyons maintenant comment formater du texte en HTML. Pour formater le texte, il suffit d'utiliser les balises. On peut utiliser par exemple la balise P pour signifier que ça c'est un paragraphe. En HTML, si vous voulez créer plusieurs paragraphes, vous devez aussi utiliser plusieurs balises P. Par exemple, pour ce texte ici, je veux que ceci soit un paragraphe. Pour ça, je dois fermer ce paragraphe. Je vais juste prendre la balise fermante ici. Je vais couper et je vais venir coller ça à la fin de mon paragraphe. Je vais coller et je vais enregistrer. Ici, je dois créer un nouveau paragraphe. Pour ça, je vais créer avec la balise P et je vais mettre tous les contenus à l'intérieur de cette balise P. Même chose pour les derniers paragraphes. Je vais créer une autre balise P. Je vais mettre mon contenu à l'intérieur de la balise P. Et là, si j'enregistre et que je retourne dans le navigateur, vous allez voir que cette fois-ci, le navigateur a compris que ça, c'est un paragraphe, ça c'est un autre paragraphe et ça c'est un autre paragraphe. Malheureusement, il y a quelque chose que le navigateur n'a pas compris. Il n'a pas compris là où on voulait faire les retours à la ligne. Par exemple, ici après HTML, on avait un retour à la ligne. Alors, pour signifier au navigateur que nous voulons un retour à la ligne, nous allons utiliser la balise BR. Ici, je vais tout simplement venir à la fin là où je vais faire un retour à la ligne et je vais mettre la balise BR. Ici, même chose, si je vais retourner à la ligne à ce niveau, je vais mettre la balise BR. Si j'enregistre et qu'on retourne dans le navigateur, on va voir que cette fois-ci, le navigateur a compris que là, il fallait faire un retour à la ligne. Parlons maintenant de la mise en valeur des textes. Vous avez sûrement déjà vu sur un site web du texte qui est souligné ou du texte qui est mis en italique, etc. En HTML, vous pouvez également faire cela. Par exemple, pour signifier que votre texte est important, vous allez le mettre dans les balises strong. Par exemple, ici, je vais ajouter la balise strong et je vais prendre ce texte ici. Je vais couper ça et je vais mettre entre la balise strong. Si j'enregistre et que je retourne dans mon navigateur, vous allez voir que le navigateur a compris que ça c'est un texte important. On utilise la balise strong pour montrer que ce texte est très important. Et maintenant pour un texte qui est important mais pas très important comme le strong, on va utiliser la balise EM. Pour ça, je vais venir ici, je vais ajouter la balise EM. Et là, je vais couper
et ajouter le contenu entre la balise EM. Et si j'enregistre les modifications, vous allez voir que le navigateur a marqué ce texte comme important. À part ça, on peut voir comment souligner les textes. Pour souligner les textes, vous allez utiliser la balise I. Et pour ça, je vais ajouter la balise, par exemple I. Et je vais couper ce contenu. Je vais coller ça dans la balise I et je vais enregistrer les modifications. Si je retourne dans mon navigateur, vous allez voir que le texte qui est mis entre les balises I est déjà souligné. C'est un peu comme ça que vous marquez l'importance de vos différents contenus HTML. Mais attention les gars, pour la mise en forme, on a vu qu'on a un langage dédié à cela. Si vous voulez mettre vos textes en gras, en italique ou souligner du texte, vous n'avez pas besoin du tout de le faire avec le HTML. En HTML, vous utilisez ces balises juste pour montrer que tel texte est d'une certaine importance. Mais pour la mise en page, on utilise le CSS. Les gars, notez que la mise en valeur du texte est assez importante pour le référencement dans les moteurs de recherche. Voyons maintenant comment vous pouvez accéder à votre code source à partir de votre page web. Pour ça, vous n'avez qu'à vous rendre dans votre navigateur. Sur votre page, vous allez cliquer sur le bouton droit de la souris. Et là, vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez par exemple cliquer sur Inspect pour voir votre code, ou vous pouvez tout simplement cliquer sur View Page Source. Et là, si je clique là-bas, vous allez voir les codes de source de mon site se trouvent ici. Nous avons les doctype, nous avons la balise HTML, la balise head, et nous avons nos différents paragraphes ici. Et comme on peut le voir, il y a un script qui a été généré automatiquement. C'est un script qui a été généré par le live server. On peut fermer tout ça et venir voir votre code à partir de Inspect. Vous cliquez sur Inspect et là on va vous présenter tout le contenu de votre page web. Par exemple, dans Head, si je clique ici, on va m'afficher le contenu du Head. Si je clique sur Body, on m'affiche le contenu du Body. Et là, on peut voir tous les paragraphes qu'on a ajoutés dans notre page web. Et je vous signale que vous pouvez faire cela pour n'importe quel site web. Vous pouvez voir son code source à partir de ces options que je viens de vous montrer. Parlons des commentaires. Les commentaires jouent un rôle essentiel dans plusieurs langages de programmation. En HTML, on peut aussi ajouter des commentaires. Mais à quoi servent les commentaires? Les commentaires nous permettent d'expliquer notre code et ils ne s'affichent pas dans le navigateur. Ils nous servent juste des mémos. Par exemple, si nous donnons notre code à quelqu'un d'autre, il peut facilement lire les commentaires et comprendre ce que fait notre code. À part ça, imaginez que vous ouvrez votre code après vraiment beaucoup de temps, après des années. Les commentaires vont vous permettre de vous rappeler ce que vous aviez fait dans le passé. Voyons maintenant comment ajouter les commentaires. Pour ajouter des commentaires dans HTML, par exemple, si je vais ajouter un commentaire ici, au-dessus de mon paragraphe, je vais mettre le signe d'infériorité, suivi du signe d'exclamation, et là je vais mettre des tirets, et vous allez voir que Visual Studio Code vient de fermer automatiquement mon commentaire. Et là je peux écrire ceci est un, et si j'enregistre, vous allez voir que dans le navigateur, rien ne va s'afficher. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien dans le navigateur. Alors, comme on l'a vu, les commentaires vont nous servir à expliquer notre code. Voyons comment on peut utiliser des commentaires pour expliquer vos différentes portions de code. Alors, pour ça, je vais effacer tout ça. Ici, je vais ajouter un commentaire des balises qu'on a déjà vues. Je vais ajouter
par exemple les titres en HTML. Et les raccourcis pour ajouter un commentaire, vous venez sur la ligne que vous voulez commenter et là vous allez faire CTRL/. Et vous voyez que la ligne vient d'être commentée. Là je peux ajouter H1, titre, très important. Et là, je vais enregistrer. Si j'ouvre dans le navigateur, vous allez voir les différents niveaux de titres. Alors, à part ça, on peut commenter aussi. Voilà, là on va ouvrir dans le navigateur. Et comme vous pouvez le voir, les commentaires ne s'affichent pas du tout dans le navigateur. Mais vous remarquez un truc, à part les titres et les paragraphes, les autres contenus sont collés. Et tout ça tout simplement parce qu'on n'a pas ajouté des retours à la ligne. Pour résoudre ces problèmes, on va ajouter les retours à la ligne. Pour ça, je vais venir ici. Je vais mettre BR. Ici BR. J'enregistre. Et si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, on voit que notre texte n'est plus collé. Parlons des listes en HTML. Alors, en HTML, nous avons des types de listes. Nous avons d'abord une liste ordonnée qui est ajoutée avec les tags OL, qui veut tout simplement dire Ordered List. Et à l'intérieur des tags OL, nous allons ajouter les tags LI, qui veut tout simplement dire List Item. Bon, voyons cela concrètement. Pour ça, nous allons le faire à l'aide d'un exemple. On va effacer tout ça. Et là, je vais ajouter un commentaire, par exemple, liste en HTML. Je vais commenter cette ligne. Et là, en dessous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un titre de niveau D, par exemple, HD. Et je vais donner l'exemple top 5 des meilleurs langages pour les développeurs web. Et là, je vais ajouter les tags OL. Je vais fermer les tags et là, je vais ajouter maintenant les listes items, les éléments de la liste. Et là, je peux écrire JavaScript. Pour ajouter un deuxième élément, vous allez ajouter encore LI. List item, on va écrire par exemple Python. Pour ajouter notre élément, on va écrire TypeScript. Par exemple, on peut ajouter un autre élément Rust, un autre élément PHP. Et là, si j'enregistre, vous allez voir que nous avons notre liste ordonnée. Nous avons notre titre top 5 des meilleurs langages pour le développeur web. 1 JavaScript, 2 Python, 3 TypeScript, 4 Rust et 5 PHP. C'est comme ça qu'on ajoute une liste ordonnée en HTML. À part la liste ordonnée, on a aussi la liste non ordonnée. Cette liste est ajoutée avec les tags UL, qui veut tout simplement dire Unordinate List.
Et à l'intérieur des tags UL, on va ajouter toujours le tag LI qui veut dire list item. Voyons cela à l'aide d'un exemple. Pour ça, je vais effacer tout ceci. Je vais ajouter mon titre de niveau D. Et là, je vais dire les étapes pour devenir un maître du web. Et là, je vais ajouter ma liste non ordonnée à l'aide de la balise IL. Et à l'intérieur de ces tags, je vais mettre les listes items. Et le premier élément, je vais mettre découvrir HTML et CSS. Deuxième élément, maîtriser le JavaScript. Troisième élément, apprendre un framework comme React ou Vue.js. Je peux ajouter un autre élément, se lancer dans le backend avec Node.js ou Django. Un autre élément, devenir full stack. Et si j'enregistre, vous allez voir que cette fois-ci, nous avons une liste qui vient de se créer, mais une liste qui n'est pas ordonnée. Et c'est donc comme ça qu'on ajoute une liste non ordonnée en HTML. Bon les gars, vous avez déjà appris à créer des pages web. Mais comme vous le savez, un site web est composé de plusieurs pages web. Mais comment allons-nous faire maintenant pour aller d'une page à une autre? C'est là que viendront maintenant intervenir les liens pour nous permettre de naviguer d'une page à une autre. Par définition, un lien, c'est tout simplement un texte sur lequel vous pouvez cliquer pour vous rendre vers un autre endroit. Ça peut être vers une autre page de votre site web, tout comme ça peut être vers un autre site web. On va voir cela. Il existe beaucoup de types de liens et on va les voir un par un. Retenez que pour ajouter un lien dans une page web, on utilise la balise A. Cette balise est toujours accompagnée d'un attribut qui spécifie le type de lien que vous voulez ajouter. Voyons comment ajouter un lien qui mène vers un autre site web. Pour ça, je vais enlever tout ceci. Et là, je vais ajouter un commentaire, le lien en HTML. Je vais commenter cette ligne. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un paragraphe. Je vais ajouter mon texte, par exemple, pour plus d'informations. Et là, je vais ajouter maintenant mon lien avec les tags A. Et là, dans href, je vais mettre le lien qui conduit vers les sites en question. Là, je vais mettre https://www.google.com. Et là, à l'intérieur de ces tags, qu'est-ce que je vais mettre? Aller sur Google. Je vais enregistrer et comme vous pouvez le voir ici dans le navigateur, nous avons notre paragraphe. Pour plus d'infos, allez sur Google.
Si on clique sur ce lien, le navigateur va vous renvoyer tout droit sur Google. Malheureusement, je n'ai pas de connexion maintenant là, mais on va essayer quand même pour voir si on aura Google quelque part. On va cliquer sur aller sur Google. Et là, comme vous pouvez le voir ici, il y a Google, www.google.com. Si j'avais la connexion, Google allait s'ouvrir. On vient de voir comment ajouter un lien qui mène vers un autre site. Voyons maintenant comment ajouter un lien qui mène vers une autre page de notre site. Pour ça, on va le faire avec un exemple. Bon, pour illustrer cela, comme vous le savez, nous avons créé une seule page web. Pour ça, je vais devoir créer une autre page rapidement. Je vais venir sur New File et je vais créer une page que je vais appeler About.html. Et là, je vais ajouter la structure de base d'une page web. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter du contenu rapidement d'abord. Je vais ajouter H1. Ceci est une autre page de mon site web. Et là, je vais ajouter un paragraphe. Vous êtes déjà sur une autre page. Je vais enregistrer. Et là, je vais retourner dans index.html pour créer le lien qui mène vers l'autre page. Je vais effacer tout ça. Je vais créer un paragraphe. Dans le paragraphe, je vais faire quoi? Je vais écrire pour en savoir plus. Et là, je vais mettre les tags A. Et dans href, je vais ajouter maintenant about.html. Je fais ça parce que les deux fichiers se trouvent dans le même dossier. Et ici, entre les deux tags, je vais cliquer ici. Je vais enregistrer et ouvrir le navigateur. Et comme vous pouvez le voir, il y a mon lien qui vient de s'afficher. Si je clique sur le bouton, vous allez voir qu'on va me diriger vers ceci est une autre page de mon site. Vous êtes déjà sur une autre page. Et pour retourner sur l'autre page, je vais tout simplement cliquer sur la flèche ici. Et là, je vais retourner sur ma page d'accueil. Bon, maintenant, il peut arriver que la page à laquelle vous voulez accéder ne se trouve pas dans le même dossier que votre page actuelle. Pour ça, on va voir un autre exemple. Je vais venir ici sur site web, je vais créer un sous-dossier dans site web que je vais appeler service par exemple. Et dans service, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler service.html. Je vais cliquer sur Appliquer pour créer la page. J'ajoute la structure de base d'une page HTML. Là, je vais mettre le titre service. La body, je vais ajouter un titre de niveau D. Je vais mettre ceci. C'est une page dans un sous-dossier. Je vais ajouter aussi un paragraphe. Vous êtes sur la page du sous-dossier. Je vais enregistrer et là je vais retourner dans index.html et à la place là où j'ai mis about.html, donc dans href, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement écrire les noms du sous-dossier dans lequel se trouve l'autre fichier, en l'occurrence c'est service. Et là je vais mettre slash et le nom de la page. Je vais écrire service.html. Et là je vais enregistrer. On va ouvrir dans Live Server. Et là notre lien
Et ici, on va cliquer sur les liens. Et là, on voit qu'on vient de nous amener sur la page se trouvera dans notre sous-dossier. Ceci est une page dans un sous-dossier. Voyons maintenant comment créer un lien qui mène vers une encre. Une encre, c'est tout simplement un point de repère que vous ajoutez dans votre page HTML pour permettre aux visiteurs de pouvoir naviguer vers la partie qui l'intéresse quand la page est longue. Voyons comment on peut ajouter ce genre de lien. Bon, pour illustrer cela, nous allons d'abord créer une encre. On crée une encre en ajoutant tout simplement l'attribut ID à un élément qu'on veut repérer. Pour ça, nous allons supprimer ça. Je vais créer d'abord un titre HD par exemple. Et là, je vais mettre voici mon titre. Je vais créer un paragraphe un peu long avec le lorem ça. Je vais cliquer sur entrée. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un nouveau paragraphe que je vais donner le lorem ça également. Alors, on va créer un autre titre HD. Un autre titre. On va créer d'autres paragraphes à ce niveau. On va créer un deuxième paragraphe ici. Et on va enregistrer, on va afficher dans le navigateur. On va voir qu'ici nous avons nos deux paragraphes, mais ce n'est pas encore assez parce que nous voulons que la page soit tellement longue qu'on pourra nous faire monter vers l'encre. Pour ça, on va ajouter, je vais copier tout ça. Je vais coller deux fois. Et là, à ce niveau, au niveau des HD, je vais ajouter un ID. Je vais appeler mon encre. Je vais enregistrer. Et ici, à la fin, dans ce paragraphe, à la fin de ce paragraphe, par exemple, je vais ajouter A. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dièse mon encre. Et au milieu de ce tag, je vais mettre aller vers mon encre. Je vais enregistrer tout ça. Je vais ouvrir dans Live Server. Et là, on peut voir que nous avons notre page qui s'affiche ici. On va défiler vers la fin. Et là, nous voyons que nous avons les liens qui conduisent vers l'encre. Et notre encre, c'est la première partie de notre page ici présent. Donc, on va cliquer et on va voir qu'on nous a ramené vers la première partie. Voici mon titre. On peut reprendre le processus pour voir. Quand on clique vers l'encre, on nous ramène directement tout au début. C'est comme ça on ajoute un lien qui conduit vers
une encre. En HTML, vous avez aussi la possibilité d'ajouter un lien pour envoyer un mail. Voilà comment faire cela. Il peut arriver que vous voulez que l'utilisateur puisse vous envoyer un mail directement à partir de votre page web. Pour ça, vous allez utiliser le mot-clé MailTo. Voilà comment faire cela. Je vais ajouter un paragraphe et là, je peux écrire par exemple pour m'envoyer un email et je vais ajouter notre tag pour le lien. Et dans l'attribut href, je vais mettre les mots-clés MailTo. Vous mettez des points, ensuite vous ajoutez maintenant l'adresse mail auquel vous voulez que les gens puissent vous envoyer des messages. Moi je vais mettre mon adresse mail meshakmichael@gmail.com. Et à l'intérieur de ces deux tags, vous mettez le texte qui va s'afficher. Cliquez ici. Si j'enregistre, vous allez voir ici dans le navigateur qu'il y a le lien qui vient de s'afficher. Cliquez ici. Si je clique sur le lien, vous allez voir, on va directement nous amener là où nous pouvons envoyer un mail. Là, on nous demande d'ajouter un compte que nous voulons utiliser pour envoyer un mail. Je peux choisir un compte que je vais, par exemple, si je vais utiliser Google, je vais cliquer sur Google. Si je vais utiliser Outlook, je vais cliquer sur Outlook. C'est un peu comme ça que les liens pour les mails fonctionnent. À part les mails, vous pouvez donner aussi possibilité à vos utilisateurs de pouvoir vous appeler directement à partir de votre page web. Pour faire cela, par exemple, je vais ajouter ici, après pour m'envoyer un email, cliquez ici, je vais ajouter dans ce paragraphe quelque chose d'autre, par exemple, et là je vais ajouter un autre tag de lien. Et ici dans href, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais mettre tout simplement href égale tel des points. Je vais ajouter mon numéro. Et ici à l'intérieur de cette balise, je vais mettre le texte m'appeler. Ici, je vais enregistrer et comme vous pouvez voir ici, il y a un autre lien qui vient de s'ajouter. Pour m'envoyer un email, cliquez ici ou m'appeler ici. Si je clique sur m'appeler, vous allez voir, on va dire Open, sélectionner une application. On va me demander de sélectionner une application que je vais utiliser pour passer l'appel. Malheureusement, je n'ai pas d'application que je peux utiliser pour l'appel dans mon téléphone. Sinon, vous alliez voir que c'est faisable. Si vous essayez cette page dans un téléphone, vous allez voir qu'on va directement appeler le numéro en question. Par exemple, vous pouvez vouloir ajouter quelque chose qu'on va survoler vos différents liens. On appelle ça des infopiles. Alors, pour ajouter ça, je vais tout simplement venir ici à la fin de cet attribut. Je vais ajouter un autre attribut que je vais appeler title. Et je vais mettre égal. Et là, je vais ajouter mon numéro. Et quand je vais enregistrer, et là, si j'essaie de survoler mon lien ici, vous allez voir, il y a un numéro qui va s'afficher. Je peux ici faire aussi la même chose pour les mails. Il suffit de venir ici, après les mails, ajouter notre attribut, par exemple title, et là vous allez mettre votre mail. Je vais enregistrer, et là quand je vais survoler ces liens, vous allez voir, il y a les mails qui vont apparaître. En HTML, vous pouvez aussi ajouter un lien permettant à l'utilisateur de télécharger un fichier quelconque. Ça peut être une vidéo, un fichier MP3, ça peut être une application, etc. Voyons comment ajouter cela. Alors les gars, pour ajouter un lien de téléchargement en HTML,
La première des choses que vous devez faire, vous devez vous rassurer que vous connaissez très bien l'emplacement de votre fichier que vous voulez faire télécharger au gens. Et d'ailleurs, je vous conseille de toujours arranger tout ce qui concerne votre site web, les images, les icônes, les fichiers à télécharger, d'arranger ça ou de mettre ça dans les dossiers para de votre site web, dans les dossiers que vous avez créés au départ. Et pour mon cas, c'est site web. Je vais ouvrir site web et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé un sous-dossier appelé outils. Et c'est dans ce sous-dossier que j'ai ajouté mon fichier que nous allons télécharger, c'est VS Code. Alors, pour ajouter les liens, on va faire quoi? Je vais retourner dans Visual Studio Code et là je vais effacer tout ça. Je vais ouvrir aussi mon navigateur pour voir en temps réel ce que j'ai fait. Je vais ajouter un titre de niveau 1 avec le titre. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais créer un paragraphe avec le contenu par exemple. Et là, pour ajouter les liens, on va utiliser notre tag A. Ici, dans href, nous allons mettre les liens de notre fichier, les liens où se trouve notre fichier. Pour ça, on sait très bien que le fichier se trouve dans le sous-dossier appelé outils. Donc ici, je vais écrire outils et je vais tout simplement ajouter un slash suivi du nom de mon fichier à télécharger. Et ici, à l'intérieur des tags A, je vais ajouter le texte qui sera affiché. Cliquez ici pour télécharger. Et là, je vais enregistrer. Dans notre navigateur, on voit bien que le lien de téléchargement est déjà reconnu. Je vais cliquer sur ce lien pour voir ce qui va se passer. En cliquant sur le lien, vous allez voir que le téléchargement vient de se lancer. Il y a un fichier ici qui est en train de se télécharger. On me dit que le téléchargement est déjà terminé. Si j'ouvre mon répertoire de téléchargement, ici vous allez voir qu'il y a Visual Studio Code D qui vient de se télécharger parce que je l'avais encore déjà téléchargé. C'est donc comme ça que vous ajoutez les liens de téléchargement de vos différents fichiers. Parlons maintenant des médias en HTML. En parlant des médias, nous voyons les images, les vidéos, les audios, etc. On va commencer par voir comment insérer une image dans notre page HTML. Alors pour insérer une image, nous allons utiliser la balise IMG. Et comme vous pouvez le voir, cette balise est une balise orpheline. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter une balise de fermeture. Et le tag IMG est toujours accompagné d'un attribut qui va montrer maintenant où se situe l'image et le type d'image à insérer. Voyons cela pratiquement. Pour ça, je vais effacer tout ça. Là, je vais ajouter un commentaire des médias en HTML. Je vais commenter cette ligne. Et là, je peux par exemple ajouter un titre HD. Et là, je vais écrire les images. Je vais enregistrer. Maintenant, pour ajouter votre image, nous allons utiliser la balise IMG. Mais avant cela, vous devez vous rassurer que vous avez déjà placé vos médias dans un dossier qui sera facilement accessible. Moi, personnellement, j'ai déjà créé dans mon dossier web un sous-dossier appelé Asset, là où j'ai mis mes différents médias. Alors, faites la même chose. Copiez les médias que vous allez ajouter dans votre site web dans un sous-dossier se trouvant dans le dossier de votre site. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter la balise IMG. Et là, dans source, je vais mettre maintenant les dossiers Asset. Et là, je vais mettre slash. Je vais choisir mon image. Et là, dans Alt, vous allez mettre de quoi il s'agit.
Par exemple, je vais mettre mon image. Là, je vais enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, il y a une image qui vient de s'ajouter ici. Malheureusement, l'image est très grande. Mais pour réduire cela, je peux ajouter un autre attribut. Par exemple, je peux ajouter width ou tout simplement la largeur de 100%. Je vais enregistrer. Et là, vous pouvez voir que mon image vient d'occuper la largeur de 100% et mon image est bien visible. À part les images, voyons comment ajouter les autres éléments. En HTML, pour insérer une vidéo, on utilise la balise vidéo. Concrètement, pour insérer une vidéo dans une page HTML, c'est aussi facile comme pour les images. Pour ça, je vais venir ici, je vais ajouter un autre titre. Je vais appeler les vidéos. Je vais enregistrer et là, je vais insérer la balise vidéo. Et là, dans source, je vais tout simplement mettre asset qui est le dossier de mes médias. Je vais mettre les slash pour choisir ma vidéo. Là, je vais choisir la première vidéo. Et quand je vais enregistrer, vous allez voir qu'il y a tout en bas une vidéo qui vient de s'ajouter. Mais comme pour les images, la vidéo est tellement grande, pour ça, je vais ajouter un autre attribut dans la balise vidéo. Donc, je vais mettre ici width 100%. Et ici, entre les deux balises, vous pouvez mettre quelque chose. Regardez la vidéo. Je vais enregistrer. Et là, vous pouvez voir que la vidéo est là. Mais il y a un problème. La vidéo n'a pas les différents outils de contrôle. Comment faire play, pause, etc. Alors, voyons comment ajouter cela grâce à un autre attribut qu'on va appeler controls. Là, je vais mettre controls. Et si j'enregistre cette fois-ci, vous allez voir que la vidéo vient d'amener les outils de contrôle. Je peux faire play. Alors les gars, je vous dis merci d'avoir suivi notre formation. Si vous avez pu tenir jusque-là, c'est ce qui montre justement la différence entre un simple query. Vous voyez très bien que maintenant là, on peut contrôler, on peut faire play, pause, on peut augmenter le volume, réduire le volume, etc. Pour ajouter un fichier audio, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, nous allons utiliser les tags audio. Mais le tag est toujours suivi d'un attribut pour spécifier l'endroit où nous allons trouver notre fichier et l'extension de notre fichier, le type de fichier. Pour cela, je vais créer un autre titre, par exemple HD les audios. Je vais enregistrer et ici en bas, je vais créer un autre tag que je vais appeler audio. Et là, dans source, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre asset qui est le dossier où se trouvent les différents médias. Je vais mettre slash et choisir le fichier audio. Mais si je n'ajoute pas l'attribut controls, l'audio ne sera pas visible. Je vais enregistrer pour que vous puissiez voir ça. On va enregistrer. Et là, si je descends, si je défile, vous voyez ici, il n'y a rien. Parce que je n'ai pas ajouté l'attribut controls. On va donc ajouter l'attribut controls ici. On va enregistrer. Et là, vous allez voir que l'audio vient d'apparaître. Et là, vous pouvez faire play pour jouer l'audio. Vous pouvez réduire le volume, vous pouvez mettre les muets. Lorsque vous concevez votre site web, il peut arriver que vous ayez besoin de récolter les avis des utilisateurs ou que vous ayez besoin d'entrer en contact avec vos utilisateurs ou même récolter quelques informations de vos utilisateurs. C'est là que nous allons maintenant découvrir
les formulaires. En HTML, pour ajouter un formulaire, on utilise la balise form. Mais il est à noter qu'à l'intérieur des balises form, nous aurons d'autres balises à ajouter. On va maintenant voir ces quelques balises qu'on peut utiliser dans les formulaires. Les gars, pour ajouter des formulaires à HTML, il y a d'abord quelques notions que vous devez comprendre. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord créer un commentaire ici, les formulaires en HTML. Et là, je vais commenter cette ligne. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer un formulaire à l'aide de la balise form. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un attribut qui vient de s'ajouter automatiquement. Mais il est à noter que pour cette balise, nous devons lui attribuer des attributs principaux. Nous avons d'abord l'attribut action. À quoi sert cet attribut? Ça sert tout simplement à indiquer l'adresse de la page ou du programme qui va traiter les informations entrées dans le formulaire. Alors, à part cet attribut, nous avons un autre attribut qu'on peut donner à notre forme, c'est l'attribut méthode. Alors, à quoi va servir la méthode? La méthode va tout simplement indiquer les moyens par lesquels les informations du formulaire seront traitées. Il y a des types de méthodes dans le back-end. Nous avons la méthode qui est le get et la méthode post. Alors, pour la méthode get, c'est une méthode qui se limite seulement à des 5 caractères. Et cette méthode envoie les informations directement dans l'adresse de la page. Tandis que pour la méthode post, c'est la méthode qui est la plus utilisée et donc la plus recommandée car elle permet d'envoyer un grand nombre d'informations et les informations que cette méthode envoie ne transitent pas directement par la barre d'adresse. Mais pour l'instant, on ne va pas s'embrouiller avec ça car ça concerne les back-end et comme vous le savez, les HTML ou les CSS ne peuvent pas faire cela. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est voir les autres balises qu'on peut ajouter dans notre balise form. Pour ça, je vais définir l'action par exemple, traitement .php. Et là, je vais définir l'autre attribut qui est la méthode. Je vais mettre post. Ici, à l'intérieur des balises form, on peut par exemple ajouter une zone de texte. Alors, notez qu'il existe deux types de zones de texte. Nous avons une zone de texte qui est monoligne, c'est-à-dire vous voulez ajouter un texte qui va contenir sur une seule ligne. Et il y a aussi une zone de texte qui peut aller sur plusieurs lignes. Voyons comment faire cela. Pour la zone de texte monoligne, on va utiliser la balise input. Et comme vous pouvez le voir, la balise vient d'ajouter un attribut automatiquement qui est le type de l'input. Donc, notez qu'il existe beaucoup de types d'input à part les textes. Mais pour l'instant, on va voir ce que fait la balise input type texte. On va enregistrer. Et comme vous pouvez le voir ici, dans mon navigateur, il y a l'input qui vient de s'ajouter ici. Et je peux ajouter du contenu. Mais comme vous pouvez le voir, cela n'a pas de sens. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut entrer là-bas. Pour ça, je peux par exemple mettre un autre attribut qui est le place order. Et là, je vais mettre entrer votre nom. Si j'enregistre, vous allez voir que ça commence à avoir quand même un peu de sens. Parce que là, on précise qu'il faut entrer les noms dans cet input. À part ça, je peux par exemple entrer au-dessus de mon input une autre balise qui est le label. Cette légende vient tout simplement expliquer notre input. Par exemple, je vais mettre un nom complet. Des points. Et je vais enregistrer, vous allez voir. Là, ça commence à avoir beaucoup plus de sens parce que là, on voit nom complet, entrez votre nom. Vous l'avez déjà sûrement remarqué, pour notre label, ça nous a ajouté un attribut fort. Ne vous inquiétez pas, on va un peu plus loin voir à quoi sert cet attribut. Mais notez que pour notre input,
à part l'attribut type et place order, on peut lui donner par exemple un nom. Pour ça, je vais mettre name, le nom de votre input. Et là, je peux par exemple mettre nom. À part ça, je peux lui ajouter par exemple un autre attribut, l'ID. Et là, dans l'ID, je vais mettre aussi nom. Et c'est là maintenant le rôle de l'attribut qui s'est ajouté sur le label. Ça permet de lier notre label à notre ID. Et ici dans fond, je vais mettre nom. Voilà comment vous liez votre input à votre label. L'autre type d'input qu'on peut ajouter par exemple, c'est l'input de type mail. Pour ça, je vais venir ici, je vais ajouter d'abord un label et je vais mettre votre mail. Et là en dessous, je vais mettre mon input. Et au lieu du type texte, je vais mettre email. Et là, je peux lui ajouter une place order. Par exemple, je vais enregistrer, vous allez voir. Voici notre deuxième input. Là, ça indique qu'il faut ajouter un mail. J'ai oublié de mettre des points. Pour ça, je vais mettre des points devant votre mail. Je vais enregistrer. Là, ça commence vraiment à avoir du sens. Un autre type d'input qu'on peut ajouter, c'est par exemple l'input pour le numéro de téléphone. Pour ça, je vais ajouter un autre label. Je vais mettre votre numéro de téléphone. Et là, l'input que je vais mettre, ça sera de type. Au lieu de texte, je vais mettre tout simplement tel. Et là, je peux lui ajouter un place order. Je vais enregistrer, vous allez voir. Il y a un autre input qui vient de s'ajouter ici, votre numéro de téléphone. Et là, il y a l'exemple de l'input. J'ai encore oublié les deux points, je vais mettre ici les deux points, je vais enregistrer. Et là, vous allez voir que ça commence à avoir du sens. Voici mes différents inputs ici. Et vous inquiétez pas pour l'ordre, on va voir comment arranger tout ça plus tard. Alors, à part cet input, on peut par exemple ajouter un autre input pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une date dans le calendrier. Pour ça, je vais créer un label. Et là, je vais mettre dans l'ID, je vais mettre date. Et là, je vais mettre votre date de naissance. Et là, je vais ajouter mon input. Cette fois-ci, je vais mettre type date. Et là, je vais enregistrer. On va retourner dans le navigateur. Vous allez voir que cette fois-ci, il y a un autre input de type date. Et là, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner une date dans le calendrier. Il peut sélectionner l'année qu'il veut, par exemple, les mois qu'il souhaite, et puis la date. Là, vous voyez que ça vient de prendre en charge la date qu'il vient de sélectionner. Alors, à part cet input, on peut par exemple donner à notre utilisateur la possibilité de sélectionner une couleur. Pour ça, je vais mettre un autre label. Je vais mettre color là-bas sur l'ID. À l'intérieur, je vais mettre votre couleur préférée. Je vais enregistrer. Et là, je vais ajouter un input. Et le type, je vais mettre color. Quand je vais enregistrer et que je retourne dans le navigateur, vous allez voir qu'il y a un autre input qui vient de s'ajouter de type couleur. Et là, l'utilisateur a la possibilité de cliquer ici pour sélectionner une couleur de son choix. Par exemple, la couleur bleue. Je vais venir ici, je sélectionne la couleur bleue. Et là, vous saurez que la couleur préférée de votre utilisateur, c'est la couleur bleue. À part cet input, on peut par exemple ajouter un autre type d'input, par exemple pour le mot de passe. Pour ça, je vais ajouter un label que je vais appeler votre mot de passe. Et là, d'abord, par exemple, si vous allez mettre un ID, vous pouvez mettre par exemple passe. Et là, l'input que nous allons ajouter, ça sera de type
password. Je vais ajouter un placeholder. Je vais mettre mot de passe. Là, je vais enregistrer. Vous allez voir, il y a un autre input ici qui vient de s'ajouter de type mot de passe. Votre mot de passe est là. Si j'ajoute quelque chose dans cet input, vous allez voir que ça va comprendre que c'est un mot de passe, donc ça va cacher les caractères. Alors, à part cet input, on peut par exemple dire à l'utilisateur d'ajouter un commentaire. Et c'est là qu'on va voir maintenant une zone de texte multiligne. Pour ça, je vais ajouter un label. Je vais l'appeler par exemple commentaire. Et là, je ne vais pas ajouter un input. Pour une zone de texte multiligne, je vais utiliser texte area. Et là, les names, je vais appeler ça commentaire. Et là, il dit, je vais appeler ça aussi commentaire. Dans le navigateur, cette fois-ci, on va avoir une zone qui est un peu plus large. Ce n'est pas comme ces autres ici. Là, l'utilisateur a la possibilité d'écrire un texte qui peut aller sur plusieurs lignes. Vous allez voir, quand je suis en train d'écrire, là, il y a d'autres lignes qui sont en train de s'ajouter. Et là, nous avons des barres de défilement. Je peux défiler vers le haut et là, je peux défiler vers le bas. Mais là, il faut l'avouer quand même, ça fait un peu bizarre que l'utilisateur puisse défiler vers le haut ou vers le bas pour voir les textes qu'il a entrés. Il peut toujours agrandir sa zone de texte. Mais à part ça, on va voir qu'on peut ajouter d'autres attributs pour spécifier la taille de la zone de texte que nous voulons donner à l'utilisateur. Par exemple, je vais retourner dans Visual Studio Code et là, je vais ajouter un autre attribut. Je vais mettre par exemple Rose, je vais mettre 10 lignes. Je peux ajouter aussi les colonnes, je vais mettre par exemple 50 colonnes. Et là, si j'enregistre et je retourne dans mon navigateur, vous allez voir que notre zone de texte est maintenant assez grande et là, l'utilisateur peut saisir son texte librement. En HTML, vous pouvez aussi rendre certains champs de texte obligatoires. Par exemple, on veut obliger l'utilisateur à entrer son nom ou à entrer son adresse mail. Alors pour ça, on va voir comment le faire. Mais avant ça, on va devoir créer d'abord un bouton pour envoyer tout ça. Et donc là, je vais ajouter un input. Et le type, ça va être submit. Et là, je peux lui ajouter un autre attribut value, envoyer les formulaires. Et si j'enregistre, vous allez voir dans le navigateur, il y a un bouton qui vient de s'ajouter ici, envoyer. Alors pour obliger l'utilisateur à entrer quelques données, vous allez voir par exemple ici sur les noms, je vais ajouter un autre attribut que je vais appeler required. Là, je vais enregistrer. Je peux l'obliger aussi d'entrer son adresse mail. Je vais mettre required. Donc sur chaque zone que vous voulez rendre obligatoire, vous ajoutez juste l'attribut. Et là, si j'enregistre et que je retourne dans le navigateur, on a mis les noms obligatoires et les mails, mais les autres ne sont pas obligatoires. On va compléter ces autres. Et là, on va laisser par exemple les noms et les mots de passe. Et quand on va cliquer sur envoyer, vous allez voir please fill out this field. Il faut d'abord compléter cette partie pour pouvoir envoyer votre formulaire. C'est comme ça que vous le faites. Ici, si j'avais les back-end, je pouvais directement envoyer mes informations. Mais là, on n'a pas de back-end, donc ça ne sert à rien de cliquer sur envoyer. Les gars, vous avez sûrement remarqué à quel point notre code était écrit en désordre, un peu comme une chambre mal ordonnée. Alors, pour arranger cela, nous allons découvrir ce qu'on appelle des conteneurs. Les conteneurs, c'est tout simplement les balises HTML qui vont nous permettre de structurer notre code d'une manière professionnelle.
Pour mieux structurer notre contenu à l'aide des conteneurs, nous allons partir des bases. Alors pour ça, je vais effacer tout ça. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter la structure de base d'une page HTML. Et là, je vais tout simplement changer la langue. Je vais mettre le français. Je vais changer aussi le titre du site. Je vais mettre mon site web. Je vais enregistrer. Alors, comme vous le savez très bien, tout le contenu qui doit être visible sur notre site web doit se retrouver dans la balise body. Pour ça, je vais venir directement dans body. Je vais créer, par exemple, un autre conteneur qu'on appelle un header. Le header, c'est tout simplement tout ce qui va renfermer l'entête de notre site web. Dans le header, on peut trouver par exemple les logos, on peut trouver par exemple les différents liens de navigation, etc. Alors ici dans le header, je peux par exemple me dire, bon, je vais ajouter un logo. Pour ça, le logo, je vais le mettre en ajoutant seulement le titre HD par exemple. Là, je vais mettre Michael Meshak. Ça sera ça le logo de mon site. Plus tard, on va voir comment arranger cela. À part ça, on va ajouter aussi les différents liens de navigation. Pour ça, je vais ajouter notre conteneur qu'on appelle les naves. Alors, ici dans les naves, vous ajoutez tout simplement tous vos différents liens de votre menu. Par exemple, moi, je vais créer le premier lien. Je vais mettre accueil. Et ici à l'intérieur, je vais mettre accueil. Je vais enregistrer. Et là, je peux dupliquer ces liens ici pour avoir d'autres liens. Par exemple, si j'aurais besoin de 4 menus, là, je vais dupliquer 4 fois. Et là, je peux changer. Je vais mettre par exemple à propos. Ici, je vais écrire tout simplement à propos. Et là, je vais enregistrer. Si j'ouvre dans le live server, vous allez voir que j'ai déjà ajouté mon logo, mais je viens aussi d'ajouter les différents liens de mon menu. Ne vous inquiétez pas, on va voir comment arranger tout ça un peu plus tard. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est structurer seulement notre code. Alors, à part les naves, je pense que là, je vais me limiter par là pour les headers. On va voir d'autres conteneurs. Par exemple, je vais maintenant implémenter mon menu accueil. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais créer une section que je vais appeler accueil. Là, je vais ajouter un ID à ma section. Et je vais appeler ça tout simplement accueil. Je vais enregistrer. Et là, d'accueil, on peut par exemple mettre un titre de niveau 3. Et on va ajouter bienvenue sur mon site web. On va enregistrer. À part ça, on peut par exemple ajouter dans cette section accueil un paragraphe. Pour ça, je vais utiliser un paragraphe par défaut, donc les faux paragraphes. Je vais par exemple ajouter 30. Et là, je vais enregistrer. Et si je retourne dans mon navigateur, vous allez voir que là, j'ai un titre, j'ai aussi un paragraphe. Alors, à part cette section, on peut par exemple dire, bon, c'est bon, on a fini avec l'accueil. On va maintenant implémenter la section à propos. Pour ça, je vais venir tout simplement ici, je vais créer une autre section. Et je vais ajouter l'ID de la section que je vais appeler à propos. Alors pour les ID, évitez surtout les espaces. Et si vous voulez séparer vos mots, vous mettez tout simplement underscore. Alors là, dans cette section, je peux par exemple descendre. Je vais ajouter un titre de niveau D.
Et là, je vais mettre à propos de moi. Je vais enregistrer. Et là, si vous voulez, vous pouvez par exemple ajouter des commentaires. Par exemple, pour les conteneurs header, vous pouvez mettre un commentaire, implémentation. Header. Quand vous arrivez sur la section accueil, vous allez mettre je vais enregistrer. Et là, à propos de moi, je vais mettre un paragraphe dans la section à propos qui parle de moi. Par exemple, je vais mettre les textes, les faux textes. Je vais enregistrer. Et là, on a fini avec la section à propos. Vous pouvez maintenant passer à une autre section. Par exemple, je vais ajouter la section compétences. Et là, il dit, je vais mettre compétences. Et dans cette section, je peux toujours ajouter un titre HD. Je vais mettre mes compétences. Et ici, je vais ajouter un commentaire. Et là, vous allez voir que notre code devient de plus en plus joli parce que là, les codes deviennent lisibles. Là, on peut par exemple se dire, là, c'est la section header. Là, c'est la section accueil. Là, il s'agit de la section à propos. Et là, il s'agit de la section compétences. Alors, à part ça, il y a d'autres conteneurs qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, je vais ajouter quelques éléments. Je vais ajouter par exemple les conteneurs qu'on appelle les divs. Alors, les divs, c'est tout simplement un conteneur qui n'a pas de sens particulier, mais retenez que le div est plus petit que la section. La section, c'est un conteneur plus grand que le div. Ici, dans div, je peux par exemple mettre un titre de niveau 3 et je vais ajouter ici mes compétences en front-end. Et là, je peux ajouter une liste de mes compétences. Par exemple, je vais mettre une liste non ordonnée. Pour ça, je vais mettre IL. Et dans ma liste non ordonnée, je vais ajouter des items. Par exemple, je vais mettre HTML. Je vais dupliquer ça. Par les compétences en front-end, je peux par exemple ajouter un autre titre, toujours dans cette section. Je vais mettre un titre de niveau 3 et là je peux mettre mes compétences en back-end. Et là je vais ajouter aussi une liste avec des éléments. Et là, je vais enregistrer tout ça. Je vais terminer avec la section compétences. Je vais faire entrer. Et là, je peux créer une autre section. Je vais mettre par exemple. Et là, je vais créer une section. Je vais mettre l'ID contact. Ici dans contact, je peux par exemple ajouter un lien pour me contacter. Le code est mieux structuré que ce qu'on avait avant. Là, même si on donne ce code à une autre personne, elle peut facilement se retrouver parce que le code est un peu bien structuré.
On va enregistrer tout ça et afficher dans le navigateur. Voilà. Là, notre contenu est vraiment bien structuré. À part ça, on peut ajouter un autre conteneur à la fin de notre page web. Pour ça, je vais mettre implémentation. Et là, dans le footer, je vais par exemple ajouter un paragraphe. Je vais ajouter dedans les textes. Si j'affiche dans le live server, vous allez voir que là j'ai mon footer qui s'affiche là. Et là, mon code est un peu mieux structuré. Nous avons oublié un truc. Par exemple, pour les compétences du back-end, vous pouvez couper tout ça et ajouter un autre div et coller tout ça dans ce nouveau div. Et là, si vous défilez, vous allez voir que votre code est un peu joli que ce qu'on avait avant. Les amis, c'est comme ça qu'il faut utiliser les différents conteneurs pour structurer nos différents contenus. N'hésitez pas à faire d'autres recherches sur les autres conteneurs parce qu'on n'a pas terminé tous les conteneurs. Il y en a beaucoup. Vous allez faire des recherches. Voilà, très chers amis, maintenant vous avez toutes les notions nécessaires du HTML qui vont vous servir lors de la création de vos différents sites web. Et surtout, n'oubliez pas de vous exercer et de pratiquer. Vous verrez qu'avec plus de pratique, cela va devenir de plus en plus facile. C'est tout pour cette première partie de notre formation. Dans la prochaine séance, on va découvrir les bases du CSS. On verra comment ajouter des styles à votre contenu et rendre votre site un peu plus joli. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines séances. Si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser dans les groupes de discussion. Je vous ai laissé le lien en description de cette vidéo. Comme travail pratique, vous allez reprendre tout ce qu'on a fait aujourd'hui et vous allez prendre des captures. Vous allez capturer et envoyer dans les groupes de discussion. Merci et à très bientôt.